Bonjour à toutes et tous, donc on va faire un deuxième exercice sur les matrices de passage. Alors je vais aller un petit peu plus vite sur certaines notions, donc pour les personnes qui souhaiteraient avoir des précisions, je vous invite à aller regarder l'exercice 1. Donc regardons tout de suite l'énoncé. On considère une application linéaire dont la matrice est donnée par ce qui suit, dans la base canonique de R3. On rappelle que R3 est un R espace vectoriel de dimension 3 en particulier. On nous donne un ensemble B, on nous demande de montrer que ça forme une base de R3. On nous demande ensuite de déterminer les matrices de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base et de la nouvelle base vers l'ancienne base. Donc la matrice P désigne de façon usuelle la matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base, c'est-à-dire la matrice de C vers B, et par conséquent Q, la matrice de B vers C. Ces deux matrices sont inverses l'une de l'autre, je le dis dès à présent, si vous avez vu la première vidéo, vous savez que c'est le cas. Et enfin, on demande de déterminer la matrice de F dans la base B. Alors je vais faire un premier petit commentaire, c'est qu'une matrice associée à une application linéaire est d'une certaine façon la carte d'identité de l'application linéaire. Et ça traduit l'idée que si vous connaissez les images des vecteurs d'une base, eh bien vous connaissez les images de n'importe quel vecteur de l'espace vectoriel de départ. Donc on va tout de suite corriger et puis je ferai quelques remarques au fur et à mesure. Alors, une première remarque fondamentale, qui est une remarque sur laquelle je vais passer relativement vite. Je répète encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez voir la vidéo sur l'exercice 1. Donc pour faire rapide, il faut savoir que si vous avez un élément de R3, eh bien ses coordonnées s'identifient à l'écriture du vecteur. C'est-à-dire que si votre vecteur s'écrit x, y, z, donc là c'est une égalité entre deux vecteurs, et c'est un élément de R3, eh bien les coordonnées dans la base canonique, la base canonique étant la famille 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, sont également x, y, z. Et là vous voyez que je n'ai pas mis d'égalité parce que ce symbole signifie les coordonnées de V dans la base canonique, alors que celui-ci signifie que c'est un élément de R3. Donc ça peut être intéressant de le retenir. Autre chose, à partir du moment où on a muni l'espace de départ et l'espace d'arrivée de la base canonique, eh bien la signification de la matrice qui est donnée dans l'énoncé est la suivante. Chaque colonne représente les coordonnées de l'image d'un vecteur de base exprimé dans la base. Alors plus précisément, la première colonne représente les coordonnées de l'image du premier vecteur de la base exprimé dans la même base. Puisque ici vous avez un endomorphisme, donc l'espace d'arrivée est égal à l'espace de départ et ils sont tous les deux munis de la même base canonique. En particulier, cela signifie que f de E1 est égal à 9E1 moins 5E2 moins 12E3. De la même façon, f de E2 est égal à moins 6E1 plus 2E2 plus 6E3 et f de E3 est égal à 10E1 moins 5E2 moins 13E3. Voici la signification des colonnes ici. C'est important de le savoir si vous souhaitez établir la matrice dans une base de données à partir du moment où vous aura défini une fonction particulière. Alors, ces remarques étant faites, on va commencer la correction. Donc B est constitué des éléments U1, U2, U3. Première chose, on vérifie que ces éléments sont bien des vecteurs de R3. C'est le cas. Par conséquent, B est un sous-ensemble de R3, c'est-à-dire B est inclus dans R3. Donc comme je le dis assez souvent, ça c'est une remarque fondamentale et qu'il faut vérifier. D'autre part, le cardinal de B est égal à la dimension de R3 est égal à 3. Par conséquent, il suffit de montrer que la famille est libre. U1 et U3 sont libres. C'est immédiat, puisque vous voyez que les vecteurs ne sont pas proportionnel. Par exemple, vous pouvez faire le produit en croix moins 1 fois 3 et dire que ce n'est pas égal à 1 fois moins 2. Par conséquent, les vecteurs ne sont pas proportionnels. Ils constituent donc une famille libre. Alors, il y a une raison pour laquelle j'ai pris ces deux vecteurs, mais pour l'instant, on va dire on développe les choses de façon simple, donc je ne vais pas en dire davantage, mais sachez qu'il y a tout de même une raison. Et si vous ne connaissez pas cette raison, je vous invite à l'écrire en commentaire. Donc, je reprends. U1 et U3 forment une famille libre. Par conséquent, ils engendrent un plan. Et se poser la question de savoir maintenant si U1, U3, U2 est une famille libre revient à se poser la question de savoir si U2 appartient au plan engendré par U1, U3. Par conséquent, on se pose la question de savoir si U2 s'écrit comme une combinaison linéaire de U1, U3. On traduit le fait que U2 s'écrive comme une combinaison linéaire de U1, U3, ce qui est équivalent au système suivant, enfin à l'existence de A et B qui vérifie ce système, et ce qui implique que 1 est égal à 0. On arrive donc à une contradiction. Par conséquent, U2 ne peut pas s'écrire comme une combinaison linéaire de U1, U3, et par conséquent, U2 n'appartient pas au plan U1, U3, par conséquent, la famille U1, U2, U3 est libre. Je vous rappelle qu'on avait précédemment montré que U1 et U3 étaient libres. On a donc une famille libre de 3 vecteurs de R3, c'est par conséquent une base de R3. Donc on passe à la question 2. Alors si P désigne la matrice de passage de l'ancienne base C à la nouvelle base B, on a vu que pour définir cette matrice, il faut exprimer les nouveaux vecteurs en fonction des anciens, c'est-à-dire qu'il faut avoir les
les coordonnées des nouveaux vecteurs exprimés dans l'ancienne base. On a vu également, et je l'ai rappelé en remarque, lorsque vous regardez un vecteur de R3 dans la base canonique, eh bien ces coordonnées s'identifient à son écriture. C'est pour ça qu'ici, la détermination de P est immédiate. Il suffit d'écrire les vecteurs, mais attention, la signification de la colonne, ce n'est pas le vecteur, c'est les coordonnées associées au vecteur, sauf que dans le cadre de la base canonique, les coordonnées s'identifient à l'écriture, par conséquent, c'est la même façon de l'écrire. On a juste ici à écrire U1, U2, U3 dans l'écriture. Hein. Je répète que c'est associé aux coordonnées et non au vecteur. Donc c'est immédiat. Et en particulier, hein, pour rappel, dans un cadre général, cette première colonne ici signifie que les coordonnées de U1 sont 2, -1, -2 dans la base E1, E2, E3, ce qui signifie que U1 est égal à 2, E1, moins E2, moins 2, E3. Q est la matrice de passage de la nouvelle base vers l'ancienne base. Par conséquent, vous savez que vous devez exprimer les anciens vecteurs E1, E2, E3 en fonction des nouveaux U1, U2, U3. Alors pour ça, vous pouvez faire quelque chose d'analogue à ce qui a été fait dans la vidéo 1, c'est-à-dire vous exprimez U1 en fonction de E1, E2, E3, U2 de la même façon, U3 de la même façon, et vous inversez les relations, ce qui revient en gros à résoudre un système à 3 équations, 3 inconnues. Une autre façon de faire, c'est qu'il faut savoir que Q est la matrice inverse de la matrice P. Par conséquent, vous pouvez inverser la matrice P. Cette fois encore, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. J'en présenterai une dans une vidéo annexe. Encore une fois, si vous connaissez les différentes façons d'inverser une matrice, vous pouvez les indiquer. Et vous pouvez par exemple le faire par la méthode de combinaison-élimination qui s'intitule aussi parfois méthode du pivot de Gauss. Donc on trouve cette matrice et à chaque fois que vous déterminez l'inverse d'une matrice, je vous invite à vérifier que le produit des deux matrices inverses l'une de l'autre est bien égal à l'identité, c'est-à-dire à l'élément neutre de la multiplication, ici des matrices d'ordre 3. Alors pour rappel, la deuxième colonne de P, même si je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important que vous compreniez bien ceci, représente les coordonnées du vecteur E2 dans la base U1, U2, U3 et donc sont caractérisées par cette identité vectorielle qui est E2 égale moins U1 plus 2 fois U2 plus 0 fois U3 et je vous invite à le vérifier. Enfin, d'après le cours, on a la relation matricielle N égale P moins 1 MP. Donc là, il va falloir faire deux produits. Donc soit vous commencez par P moins 1 fois M, puis vous multipliez à droite par P, soit vous commencez par le produit MP, puis vous multipliez à gauche par P moins 1. Et attention, rappelez-vous que le produit n'est pas commutatif sur l'ensemble des matrices et par conséquent, il faut bien respecter l'ordre de multiplication. Alors à la fin de la vidéo, j'ai mis les numéros en violet. Je les ai développés parce que ce n'était pas pour moi le propos le plus important de cette vidéo, ce que je souhaite traiter des matrices de passage. Néanmoins, vous avez le développement des calculs intermédiaires. Donc on trouve N est égal à la matrice suivante. En particulier, cette matrice est diagonale, c'est-à-dire que tous les éléments en dehors de la diagonale sont nuls. Alors une matrice diagonale peut avoir des éléments nuls sur la diagonale, mais ce qui compte, c'est qu'en dehors de celle-ci, tous les éléments sont nuls. Donc c'est bien le cas ici. Et ça, c'est intéressant parce que on voit très rapidement le rang de la matrice N, et le rang de la matrice N est 3. Par conséquent, cette matrice est inversible. Il faut savoir qu'on en déduit que F est bijective, et puisque c'est un endomorphisme, eh bien F est un endomorphisme bijectif, c'est-à-dire, je vous laisse compléter cette phrase, et en particulier le rang de la matrice M est aussi égal à 3, puisqu'il est égal au rang de la matrice N, le changement de base ne modifie pas le rang de la matrice. Encore une fois, que signifie la dernière colonne, par exemple 0, 0, 3, eh bien ce sont les coordonnées de F de U3, et attention, cette fois-ci exprimées dans U1, U2, U3. Par conséquent, vous avez que f de U3 est égal à moins 3U3 et je vous ai invité à le vérifier en utilisant la matrice M. Alors là, j'ai fait une remarque très importante par rapport à la question 6, car le résultat 6 moins 3 moins 9 ne désigne pas le vecteur moins 3U3. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite à voir la fin de la vidéo. On en vient à l'explication et au détail des petits numéros écrits en violet. Donc le point 1, si vous avez une application f d'un espace vectoriel de E vers f avec E qui est égal à F, eh bien, on appelle ça un endomorphisme. Ensuite, ce système, j'avais dit qu'il impliquait que 1 était égal à 0, d'où une contradiction. Donc je vous ai expliqué par exemple la façon de montrer ça, c'est plus ou moins immédiat, mais bon, vous avez l'explication ici. Enfin, je vous ai donné la méthode d'inversion de P par le pivot de Gauss.
Donc je ne vais pas le commenter, parce que ce n'est pas le propos de la vidéo, mais je vais faire défiler les étapes, et puis vous pouvez faire un arrêt sur image, et puis regarder étape par étape. Alors je vais quand même spécifier quelque chose. La matrice P est inversible, la matrice identité bien sûr est inversible, et à chaque étape, vous avez par conséquent des matrices inversibles de part et d'autre. Donc ça c'est très important parce que si à une étape du calcul vous apercevez par exemple que 2 lignes sont égales ou 2 colonnes sont égales de ce côté-là ou de ce côté-là, ça signifie en particulier que les matrices ne sont pas inversibles et par conséquent vous auriez fait une erreur de calcul. Attention, je précise qu'ici on était parti d'une matrice P qu'on sait être inversible. Donc on trouve bien la matrice inverse. Le point 4, donc là c'est simplement une vérification immédiate. Alors ceci est une égalité entre vecteurs, c'est-à-dire je regarde une égalité entre deux éléments de R3. Vous avez juste à appliquer les règles usuelles de calcul sur les éléments de R3, que vous connaissez très bien a priori. Enfin, pour les calculs matriciels, donc je vous ai calculé P-1 fois M, que j'ai ensuite multiplié par P. Vous trouvez ceci pour P-1 fois M, et ensuite on multiplie par P à droite. Et vous trouvez donc la matrice N. Alors le point 6, ça c'est un point que je souhaite développer un petit peu, puisque en particulier dans la première vidéo, je vous avais bien expliqué qu'à partir du moment où vous regardez les colonnes des matrices, vous êtes toujours en train de parler de coordonnées et non pas de vecteurs. Je l'ai rappelé dans cette vidéo. Donc ce moins 3 fois moins 2, 1, 3 ne signifie pas moins 3 fois U3 en fait. Plus précisément, ici on vient de déterminer les coordonnées de F de U3 exprimées dans la base canonique. Ce qui signifie que les coordonnées de f de U3 dans la base canonique sont 6, moins 3, moins 9. Mais comme il y a identification entre les coordonnées et le vecteur dans la base canonique, ça signifie aussi que f de U3 est égal à 6, moins 3, moins 9. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup de chipotage pour pas grand-chose, mais en fait, pas du tout. Par exemple, si jamais vous aviez essayé de vérifier cette relation avec la matrice N, il était important d'exprimer les coordonnées du vecteur dans la base U1, U2, U3. Ici, les coordonnées de U3 dans la base U1, U2, U3 sont 0, 0, 1. Et encore une fois, si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à l'écrire en commentaire. Alors, il ne suffit pas de simplement dire que c'est le troisième vecteur de la base, donc les coordonnées sont 0, 0, 1. En fait, il est préférable de revenir à la définition. Du coup, je vous donne la réponse. C'est que U3 est égal à 0 fois U1 plus 0 fois U2 plus 1 fois U3. Cette relation définit de manière unique les coefficients 0, 0, 1 qui définissent de manière unique les coordonnées de U3. Donc je prends la matrice N, je fais le produit ici avec cette matrice colonne qui désigne les coordonnées de U3 dans la base B, et j'obtiens les coordonnées de f de U3, mais exprimées dans la base B. Donc vous voyez, si ici vous avez l'impression que c'est f de U3, vous commettez une erreur en fait, parce que f de U3 n'est pas égal à 0, 0, moins 3. 0, 0, moins 3 désigne les coordonnées de f de U3 dans la base B, ce qui signifie en fait que f de U3 est égal à 0 fois U1, plus 0 fois U2, moins 3 fois U3. Et si ensuite vous avez envie de calculer f de U3, tout du moins de l'exprimer comme un élément de R3, eh bien vous écrivez que f de U3 est égal à moins 3 U3, puisque ceci est une identité vectorielle, et vous appliquez les calculs usuels sur R3, et bien sûr vous retrouvez que f de U3 c'est 6 moins 3 moins 9, parce que f de U3 ne peut pas changer, c'est-à-dire que c'est un vecteur, il est indépendant de la base dans laquelle vous le regardez. Par contre, ces coordonnées dépendent de la base dans laquelle vous la regardez, donc pour insister bien lourdement, les coordonnées de f de U3 dans la base canonique, eh bien c'est 6 moins 3 moins 9, mais les coordonnées de f de U3 dans la base B, c'est 0, 0 moins 3. Voilà. Je vous souhaite bon courage et je ferai une vidéo supplémentaire, cette fois-ci dans un contexte plus évolué, où vous comprendrez quelle est la pertinence, mais là déjà j'ai donné un exemple qui explique quelle est la pertinence de bien comprendre la différence entre les coordonnées et le vecteur, bien que dans la base canonique de Rn, l'écriture du vecteur et de ses coordonnées s'identifie. Voilà, bon courage à vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à bientôt.